J'étais illustrateur à la base, directeur artistique également dans le domaine du jeu vidéo, donc je crée des univers visuels. Et puis là, ça ne me suffisait plus, j'avais besoin de le mettre en scène, j'avais besoin de le faire vivre, de le faire exister. Emmanuel était parti aux États-Unis travailler chez Ubisoft à New York et il avait un projet comme ça de planète éclatée dont il nous avait parlé avant qu'il parte à New York. Nous, on faisait du court-métrage à l'époque, donc ça n'a pas forcément fait son chemin tout de suite. C'était un projet qui s'appelait Le Rémanent. C'était juste quelques petites esquisses de dessin, mais vraiment très joli et poétique. Et quand il y a eu l'envie qu'il y ait un projet audiovisuel, donc une série, on a commencé à discuter avec Emmanuel de l'histoire qui pourrait se dérouler à l'intérieur de cet univers fragmenté. On a issu de cet univers-là une série très haut de gamme qui se rapproche du long-métrage parce qu'il y avait un désir de cinéma derrière tout ça. Et puis voilà, donc c'est ce qui fait que c'est une série un peu cinématographique et un peu étonnante visuellement, parce qu'on n'était tous pas issus du tout du monde de la série, mais juste envie de faire quelque chose d'extrêmement visuel, innovant et fort. Alors ici on est au Canal Saint-Martin dans le 10e arrondissement et c'est un peu là que tout a commencé, en fait la première illustration qui présentait cet univers déstructuré, détruit de la Terre. En fait ça n'a pas commencé tout de suite avec la Terre dans son ensemble détruit, c'était avant tout une obsession que j'avais de Paris auquel j'enlevais les rues. Tous les pâtés de maisons restaient existants, les îlots des maisons étaient toujours présents. Mais les rues devenaient des abîmes, des gouffres sans fond, dans lesquels on voyait les nuages. Et j'ai commencé à architecturer toute une recherche visuelle autour de ça. Et j'ai commencé par le canal Saint-Martin, qui a l'avantage visuel de mélanger et le concept de l'eau, des canaux évidemment, et des ponts qui sont une très grande symbolique en fait. Je sentais qu'il y avait quelque chose de très universel dans ce concept, parce que je sentais que ça pouvait... Quelles que soient les tranches d'âge, on pouvait trouver un degré de lecture dans cet univers. La manière dont Manu voit le Skyland, c'est vraiment une espèce de millefeuille en globe où il y a des courants aériens qui permettent de passer d'une altitude à l'autre et l'altitude n'a pas de limite. Donc il y a ce côté très un peu abstrait comme ça, tridimensionnel. Le Skyland est comme une Terre qui aurait explosé, qui garde de très loin de la Lune, garde une apparence sphérique, c'est-à-dire qu'il y a malgré tout un noyau, il y a une attraction terrestre. Mais on a cette notion de météo. Et on a aussi, un peu comme dans les bateaux, avec les vents, les blocs bougent. C'est-à-dire que c'est un monde qui est perpétuellement instable. C'était cette idée, c'est pour ça qu'il y a toute cette problématique autour de la cartographie et de nouveaux territoires, non pas à conquérir, mais à redécouvrir. Mais dans toutes nos conversations avec Emmanuel, et Dieu sait qu'on en a parlé de ça, qu'il y a eu des dessins qui ont été faits, c'était de préserver une cohérence d'ensemble, que ce monde-là marche en dépit des lois de la physique. Le premier gros travail qu'on a fait avec Emmanuel était de créer cette Bible, donc avec de raconter par écrit l'histoire de cet univers, les personnages. Et donc ça a été une longue écriture, on s'est beaucoup côtoyé, on a écrit, Emmanuel dessinait et on faisait tous ces échanges-là. Et il y a eu des agrégats au fur et à mesure pour enrichir l'univers et pour trouver les personnages et les trajectoires de ces personnages dans cette grande histoire de Skyland. Skyland, ça suit les schémas très classiques des scénarios de ce genre d'aventure épique. Comme Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux ou sans prétention. C'est-à-dire que quand on parle d'un thème un peu messianique, avec une quête initiatique et qui concerne l'avenir de l'humanité, il n'y a pas 10 000 schémas de scénarios. La grande histoire de Skyland, c'est-à-dire que les principaux protagonistes, la sphère, l'eau, les grands éléments de Skyland sont apparus assez vite. Et après, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur le nombre de personnages, leur âge. Justement, là où la problématique du 26 minutes était importante, on ne voulait pas avoir trop de personnages
pour pas trop diluer l'information, pour qu'on puisse vraiment s'intéresser à chacun. Et en même temps, on voulait qu'il y ait un nombre de personnages assez important pour représenter justement la diversité du Skyland. On a commencé à imaginer très vite Mad et Lena. Et on a surtout développé toutes les angoisses, en fait, on les a synthétisées dans la dictature de l'eau. On a beaucoup parlé ensemble d'un archipel sans eau, c'est-à-dire que les problématiques de Skyland sont beaucoup liées à ce type de problématique. Il y a une dimension écologique qui est évidente, c'est-à-dire qu'effectivement, on est dans un monde où il y a une problématique de l'eau et des ressources naturelles qui est omniprésente, sachant que pour nous, la dislocation vient justement d'une terre qui a été trop utilisée, instrumentalisée, manipulée, martyrisée, on va dire. Ce qui m'intéressait dans l'univers de Skyland, c'est de traiter l'eau par son absence. Il y a beaucoup d'éléments visuels dans le Skyland qui évoquent la présence de l'eau, alors qu'elle n'est pas là. Donc les vaisseaux ont des formes de bateaux un peu transformés. Il y a des quais, il y a des pontons, il y a des phares. Le monde de Skyland, c'est vraiment un univers qui est assez maritime finalement. On retrouve toute la grammaire des marins, l'univers nautique partout, sauf qu'on est dans le ciel. Il y a toujours ce côté donc vertical. Nos références, c'est plus Marco Polo que Star Trek, on va dire. C'est-à-dire que les références, c'est plus des références d'aventure, de piraterie, que des aventures de science-fiction proprement dit. Lena, tu étais là? Je t'ai dit au moins 100 fois de ne pas utiliser tes pouvoirs. Pardon. Imagine que quelqu'un te voit et aille répéter à la sphère que tu es une Seijin. Je sais bien, mais si je ne m'entraîne pas, je ne pourrai jamais les maîtriser correctement. Ma collaboration avec Emmanuel était vachement intéressante parce que c'est un réalisateur qui a énormément d'idées visuelles aussi, qui ramène beaucoup sur un script. De temps en temps, il explose un peu un script, mais avec l'explosion, on peut reconstruire quelque chose qui est de temps en temps même beaucoup plus intéressant que ce qu'on avait à l'origine et qui respecte encore plus l'idée de base du script. Avec Mathieu et Alexandre, il y a une phase d'écriture qui a été totalement dédiée à la caractérisation des personnages. Parce que ce qui est important, c'est un personnage, plus il a un passé cohérent, plus il a un passé logique, plus le personnage est vivant et a des dimensions. Donc sa façon de réagir en fonction de sa personnalité, en fonction de ses objectifs, font que les rapports humains entre les personnages sont très cohérents. On a fouillé très loin dans le passé de chacun des personnages, que ce soit Dahlia, Cheng, le passé évidemment de Mad et Lena, le passé de Mila. Volontairement, on reste très mystérieux sur certains passages qui vont servir certainement pour les différentes saisons qui vont suivre. Il y avait à l'intérieur de la démarche d'Emmanuel et de ses envies, de son univers autour du monde éclaté, de ses fantasmes autour de la piraterie et de ses envies de ses lectures de jeunesse. Il y avait le personnage d'un jeune homme qui existait et qui était là et qui devait traverser cet univers. Et puis quand on a commencé à réfléchir, on a beaucoup travaillé autour d'une famille malgré tout recomposée. Il y a toute une histoire de famille dans Skyland. Ce qui nous intéressait, c'était aussi de travailler les relations, un peu comme la société actuelle, c'est-à-dire une famille où la mère élève ses enfants seule sans le père, où après la mère disparaît comme dans beaucoup de familles où la mère travaille et donc les enfants sont élevés un peu par les grands-parents et donc il y a la figure du grand-père avec le vecteur et ensuite la figure du modèle avec Cortés qui est le chef des pirates. Mais c'est vrai que ça nous intéressait dans ce monde éclaté de recomposer une famille, mais de recomposer une famille de type éclaté. Eh bien on dirait que nous avons 2 nouveaux membres d'équipage. Sortez la plateforme d'atterrissage pour eux et ensuite cap sur Puerto Angel. C'est un nouvel espoir pour la rébellion. Mila et Marcus auraient été extrêmement fiers. Je crois qu'on vient de trouver notre nouvelle famille. Ouais, une famille que maman nous a choisie. Une fois qu'on est d'accord sur une histoire, au fond, je dirais que c'est tout qui commence, puisqu'il va falloir transformer ces mots en images. Effectivement, le processus est long et plutôt lourd pour fabriquer une image, et en même temps, les outils qui ont été appelés sur Skyland donnent certaines latitudes qui n'existent pas dans d'autres séries, de pouvoir reprendre des décisions au fur et à mesure que la série avance. Pour sortir une image de Skyland, c'est tout un tas d'étapes et assez complexes, avec ce qu'on appelle un pipeline, c'est-à-dire
un gros tuyau dans lequel on fait passer toutes les informations, et c'est la chaîne de fabrication en gros qui est assez difficile. Donc le moindre mot, ne serait-ce que de dire en gros le personnage principal va décrocher le téléphone pour donner un ordre, déjà il faut modéliser un téléphone, il faut avoir le personnage principal, comment est-ce que ça va se passer au niveau du tournage de la motion capture, voilà. Donc c'est à chaque fois ça qu'il faut adapter et faire en sorte que quand on est sur le plateau, tout ça marche et rentre dans tout un tas de petites cases qui sont des contraintes. Donc ça, c'est le vrai pantalon qui m'a servi à faire le pantalon de Mahal. Et un peu tous les autres. Ça, c'est un pantalon qui est un pantalon de charpentier japonais. Et en fait, qui est serré ici. Et quand on le met, ça fait des ballons comme ça. Qu'est-ce que tu mets comme fringue quand tu vis dans le Skyland et en gros, il doit faire super froid? C'est vraiment les premières questions qu'on s'est posées. Donc, on a déjà carapacé pas mal les personnages. Ils sont rarement en chemisette, même s'il y en a. Mais globalement, ils ont tous des cols roulés, ils ont tous des grosses vestes, ils ont tous des gros machins, sauf Lena. Mais en fait, c'est juste une espèce d'évolution de qu'est-ce que pourrait donner la mode, mais sans trop... Enfin, c'est juste une espèce d'évolution naturelle. Par exemple, les pilotes, c'est des mecs qui n'ont pas beaucoup d'argent, donc déjà, ils vont pas avoir des choses hyper bien faites. Ça, c'est la première logique. Ensuite, c'est des pilotes, donc ça veut dire qu'ils vont avoir un harnachement particulier. Il faut qu'ils puissent avoir une gourde, parce que la problématique dans Skyland, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Donc il faut tous qu'ils aient en gros une bandoulière à la ceinture pour pouvoir accrocher une gourde. Donc ça, c'est un élément de design qui est, avant même d'être une forme, est quelque chose qui a un sens en fait. Donc ça, c'est le plus important. Donc on commence par ça. Après, on se dit, bon, c'est des pilotes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont les pilotes? Là, on regarde un petit peu les photos. On se dit, tiens, ils ont des velcro, ils ont des trucs comme ça. Ensuite, on peut imaginer qu'ils ont Matt, par exemple, il a ce truc-là pour pouvoir accrocher son boomerang. Et on se dit, il faut qu'il puisse être à l'aise, il faut que ça puisse être chaud, donc c'est des pantalons larges. Et après, une fois que tu as toutes ces indications, qui sont des indications, on va dire, de logique, tu fais des dessins, en fait, qui sont chouettes, c'est-à-dire t'exagères des choses. La qualité du dessin, dans l'absolu, on s'en fiche un peu. Ce qui est vraiment le plus important, c'est qu'est-ce que tu mets en forme. Donc, par exemple, là, ce col-là, c'est un tout petit peu trop rigide, donc c'est un mec qui est plutôt droit, là. Et juste le fait de lui rajouter un col ouvert, pointu vers le haut et tout ça, d'un seul coup, il devient super arrogant. Parce que c'est des triangles, parce que c'est quelque chose qui est vachement plus sensuel et qui est vachement plus, qui déborde un peu plus de vie, quoi. En fait, on s'est arrêté sur ce design parce que il avait beaucoup plu quand on avait fait le pilote. Elle est entre une blouse, on va dire, de bleu de travail, de mécanicien en dessous. Donc c'est un peu du matériau de récup. Et elle est un peu moderne. En fait, je l'ai modernisée moi en mettant des ouvertures comme ça. C'est-à-dire pour aérer un petit peu. Ça, c'est cousu à la main avec une pièce en cuir là. Donc c'est tout plein de petits détails comme ça. Et puis après, le choix des couleurs. En fait, le but du jeu, c'était d'avoir vraiment une tache de couleur qui s'identifie instantanément. Et puis après, les codes couleurs sont aussi un peu en fonction des caractères. C'est-à-dire qu'elle a un caractère un petit peu fort, donc je lui ai mis les couleurs d'une abeille, tu vois. Lui, vu que c'est le boss, il n'y avait pas de raison qu'il soit hyper flamboyant. Il a déjà son petit écossais en ceinture. Lui, c'est un gamin, donc c'est la fraîcheur, tu vois, c'est le vert, juvénile. Une fois que tout le monde est d'accord là-dessus, on fait un dessin technique, c'est-à-dire un modèle sheet. On appelle ça comme ça. Un dessin de face, de profil, de dos, en théorie de 3/4, mais ça je le fais pas parce que je suis feignant. Et donc ça, on donne ça à des équipes qui modélisent. Et eux, en gros, ils reproduisent ces dessins de face, de profil et de dos en 3D. Et donc moi, j'étais là après pour remettre les personnages en 3D au modèle, quoi. On est là à compter les moindres gouttes d'eau et toi tu gaspilles ta ration pour une fleur? Non mais t'es inconsciente ou quoi? C'est une plante de babylonien égyptien. Elle vient de notre bloc. C'est le seul souvenir qu'il nous reste. Oui, je comprends, mais c'est pas une raison pour mettre ta vie à toi en danger. C'est vrai, t'as raison. Ta gourde est vide. Tiens, bois dans la mienne. Il en reste un peu. Et Emmanuel, c'est un super dessinateur, un très grand illustrateur, donc il m'a montré surtout des images avant de me parler. Enfin, en tout cas, il avait déjà fait des petites maquettes aussi, il avait fait plein de petits croquis. Et ça a une puissance de rêve énorme. Et il n'avait pas besoin d'en parler beaucoup plus. C'est un univers, en fait. C'est vraiment Skyland, ce qui est intéressant, c'est que c'est un univers complètement ouvert où on peut imaginer des histoires sans fin. Et ça, c'est très, très enrichissant pour un graphiste, en tout cas. Quand on aime vraiment créer des univers, c'est un thème
qu'il n'y a pas de limite. Alors voilà, on travaille d'après des photos, on travaille aussi d'après des peintres, des illustrateurs, et notamment Pierre Hanez, qui a fait tout un travail sur l'architecture, sur la démesure, et il joue beaucoup sur les tailles et les échelles. Et dans Skyland, on essaye aussi de travailler beaucoup avec des différences d'échelle sur les contrastes. Évidemment, des photos très réalistes de paysages. Donc là, ça nous a servi pour un épisode qui s'appelle Le Maître des airs, qui se passe en Chine. Ça y est, voilà Ninja. On est enfin arrivé. Qu'est-ce que c'est beau! Dis-moi, Lee, c'est normal qu'il y ait autant de patrouilleurs ou c'est jour de sphère aujourd'hui? Nous avons un accord avec la sphère. Nous exploitons les carrières de marbre pour eux, et en échange, ils nous laissent tranquilles. Eux? Des gens si corrects? C'est étonnant. Et puis au niveau graphique, au niveau de la lumière et on va dire du rendu, c'est vrai que Miyazaki, les films de Miyazaki nous ont beaucoup servi. C'est vraiment la référence en tout cas que j'ai essayé de demander aux peintres pour qu'ils puissent se caler là-dessus. Le challenge de Skyland, oui, c'était de faire vraiment une série qui ressemble peut-être plus à un dessin animé 2D traditionnel, mais avec des techniques super innovantes, évidemment en 3D, mais aussi avec de la motion capture. Et le challenge, c'était d'arriver à faire en sorte qu'on oublie complètement la technique. C'est-à-dire que c'est vraiment oublier les décors, la technique, rentrer dans l'histoire et évidemment voilà, faire rêver les enfants devant un univers gigantesque sans limite. Taxe sur l'eau. Prélèvement immédiat exigé. Léna rentre à la maison. Voilà, donc ça c'est toute première recherche sur les brigadistes en fait. Mais tu vois, c'est un design qui est fait sur une logique de base. Là, j'étais plus sur... si on refaisait la guerre 14-18 maintenant, ou la Deuxième Guerre mondiale, en fait, qu'est-ce qu'on intégrerait dans la technologie? Et quand tu regardes effectivement les soldats, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément des choses, en termes de forme, qui sont beaucoup plus originales que celles qu'il y avait avant. C'est la technologie embarquée qui change. Donc, après, on s'adapte un peu. Donc ça, c'était les tout premiers dessins de Cortés. Il fallait que ça soit un vieux baroudeur, donc j'ai pensé à Corto Maltese instantanément. Une fois que j'ai trouvé, je pense que le premier dessin que j'ai trouvé de lui, ça doit être celui-là. Et dans l'évolution de la schématisation, je suis passé de ça à ça, je pense. Et de celui-là, je suis passé directement à celui-là. Là, à la base, j'avais introduit une espèce de forme de sourcil comme ça, que j'ai continué à faire évoluer comme ça, et en fait, qui s'est caricaturée elle-même. Et je suis arrivé à cette forme de sourcil-là. Donc ça, c'est la première version d'Oslo. Et ce qui est assez drôle, c'est que je pensais au professeur Xavier dans les X-Men. Par exemple, lui, il est méchant, donc si tu fais des yeux plus petits, tout de suite, ça va le rendre déjà vachement plus sec. Tu lui enlèves tous ses cheveux, déjà, il est plus humain. Et à la base, je lui ai même carrément enlevé les oreilles, en fait. Mais c'était vraiment une espèce de... un lézard, en fait. Dis-moi, Mad, j'ai la nette impression que tu es un brin paranoïaque, je me trompe? Ferme ta bouche, Oslo. Jamais on ne fera confiance, que ce soit pour l'eau ou pour n'importe quoi. Tu as entièrement raison, Mad, parce que l'on est toujours trahi par ceux en qui on croit. C'est l'un des enseignements que je tire d'avoir fréquenté votre mère. Les graphistes, ils avaient chacun leur technique. Et vraiment, ce qu'il faut, c'est pondre des idées. Il faut trouver des formes. C'est vraiment un travail de forme avant tout. Et une fois qu'on a trouvé la forme, eh ben, on passe vraiment au travail de texture. D'ailleurs, là, on voit ici un croquis d'une façade à l'intérieur de l'arsenal. Une fois qu'on a dessiné ça, on passe assez rapidement à de la texture. C'est-à-dire qu'on va mettre des matériaux sur une architecture pour donner tout de suite ce qui va faire vivre ce décor. Donc là, c'est vrai que c'est autour de la brique et de l'acier qu'on a travaillé tout l'univers de l'arsenal des pirates. Alors après, voilà, on fait un petit croquis en couleur pour voir ce que ça va donner avec la lumière, puisque la lumière, c'est ce qui fait en fait la magie d'un décor.
Donc on a peint les choses sur plusieurs calques et on les a superposés. La seule chose qui est en 3D, donc c'est le vaisseau qui est là. La 3D et la 2D doivent vraiment toujours se mélanger au maximum pour pas qu'on sente une différence de technique en tout cas. Skyland, c'est vraiment une série en 3D, c'est-à-dire qu'on construit tout en 3D, mais il y a des choses qu'on ne peut pas construire en 3D, et donc on est obligé de recourir à des techniques beaucoup plus économiques, on va dire, qui consistent tout simplement à peindre et à faire du trompe-l'œil. Donc un matte painting, c'est vraiment un trompe-l'œil d'un décor en 3D, qui peut être une extension de quelque chose qui existe, c'est-à-dire que par exemple on va construire uniquement une partie d'un décor en 3D, puis le reste, typiquement une plaine avec des forêts derrière, on va la peindre. Voilà. Et c'est vrai qu'on en a fait énormément sur Skyland, on a fait à peu près 300 mattes. Et c'est ça qui crée vraiment ce côté gigantesque de l'univers de Skyland. Non mais dis-moi que je rêve. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, j'hallucine. Tu te rends compte? C'est l'Hyperion. Le quoi? Mais tu sais bien, le vaisseau de Marcus Farrell, l'Hyperion. Pour les véhicules et tous les véhicules, en fait, on a deux sources d'inspiration, c'est les avions et les bateaux. En tout cas, on essaie toujours de partir d'une forme qui existe pour ensuite la modifier. Et c'est très important d'avoir un maximum de références, même si au final, on va en utiliser que 1 ou 2%. Et par exemple, le Saint-Nazaire, qui est le vaisseau de Cortés, c'est un mélange en fait entre un paquebot et puis un vieux bombardier de la Seconde Guerre mondiale. Et puis doucement en fait, on s'est rendu compte que le bateau était un peu trapu, lourd, il n'avait pas d'élégance, donc Manu voulait vraiment l'étirer. Et puis en l'étirant, on s'est rendu compte que en fait, il prenait la forme d'une baleine. Donc on a rajouté un peu des nageoires et des ailes. Et puis doucement, ce vaisseau qui partait vraiment d'une idée très très confuse, et il a une personnalité qui est assez, moi je trouve assez forte. Je voulais développer justement ce contraste dans Skyland où il y a un très fort contraste entre une technologie très archaïque avec du diesel, des vieux chalutiers qui volent avec bonne odeur de cambouis, les vieux moteurs ronronnants qui font plein de fumée, et puis une technologie beaucoup plus épurée, plus incisive, comme celle des patrouilleurs ou le croiseur d'Oslo. Il y a quelque chose malgré tout qui m'a, à l'époque où je développais cet univers, où c'était vraiment au tout début de cet univers morcelé, il y a quelque chose qui m'angoissait dans les métiers liés à l'informatique, dans des nouveaux métiers qui émergeaient avec les nouvelles technologies accessibles à tout le monde. C'est qu'il y avait des métiers qui semblaient naître sans transmission. Moi je crois beaucoup au rôle du passeur, au bagage culturel ou à l'expérience, à la notion de temps dans la transmission des connaissances. C'est cette problématique du qu'est-ce que l'identité, quelle est l'importance justement du passé. Emmanuel fait souvent cette parallèle entre le Skyland et Internet, c'est-à-dire que c'est à la fois on peut être très, très proche des gens et très très loin. C'est toutes les problématiques de la société actuelle, qui est une société où à la fois on est très très proche des gens et en même temps on crée des murailles les uns entre les autres. C'était une façon très ludique d'aborder plein de thèmes contemporains dans la société actuelle, de même que la famille. Oui, avec un côté résolument positiviste, assumé. Voilà. Parce que dans le souffle malgré tout de cette aventure, en plongeant des enfants, ça nous donnait... et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de toutes ces problématiques et en s'amusant énormément avec un monde effectivement qui est très ludique et qui est un monde de découverte assez hallucinant. C'est un peu un mélange théâtre, cinéma et animation. Ça fait 1 an et demi de tournage maintenant.
siège de ta chaise électrique. Magnifique, non? Magnifique. T'es vraiment au fond d'un puits, donc t'as la lumière, celle qui s'ouvre tout là-haut que tu aperçois, ça t'éblouit pas du tout. Oui, non, c'est après quand... Et c'est vraiment, plus tu t'approches, plus ça te fait mal quand même. Puis t'as envie, tu luttes parce que t'as envie de voir et tu te doutes que c'est tes enfants.